Bonjour à tous, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes. Chers téléspectateurs, nous tenons cette émission à partir de la ville de Kolwezi. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau deux coordonnateurs de structures de société civile, notamment la nouvelle dynamique de la société civile congolaise et les révolutionnaires du Lualaba, avec les deux coordonnateurs, les deux responsables de ces structures de défense des droits humains. On va parler autour du rapport publié par IBGDH. C'est aussi une structure de la société civile, beaucoup plus basée dans le Lualaba, en République démocratique du Congo, une structure qui s'est jointe à une mission internationale pour essayer de comprendre comment ça se passe avec la délocalisation des populations. Monsieur Balthazar, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre dans votre émission. C'est Ngoy Kilima Balthazar, le coordonnateur provincial de la nouvelle dynamique de la société civile au Lualaba. Monsieur William, bonjour. Bonjour, chers professionnels des médias. Je salue tout le monde, tous les spectateurs qui suivent en ligne, dans la télé, partout ailleurs. Vous êtes structure, vous êtes de la société civile, vous êtes initié dans la commission ou le processus de délocalisation. Vous faites partie également de certaines des structures de défense des droits de l'homme associées dans la commission de délocalisation qui dirige le ministre provincial des Affaires foncières, Jean-Pierre Kalinga Mupatayi. Vous avez inspecté la délocalisation ou suivi avec la dernière énergie, l'œil regardant la situation, la délocalisation de Mukumbi. Vous avez été avec cette commission également à Metalcol. Dans le rapport publié, on vous accuse d'expulsion et non de délocalisation. C'est quoi votre point de vue? Oui, merci encore une fois pour la parole nous accorder, chers professionnels des médias. Nous sommes tous au Lualaba. Vous êtes sans ignorer que la commission de la délocalisation n'a pas commencé avec nous. Nous avons suivi tous, nous avons lu les rapports de l'IBGDH et l'Amnistie internationale. Nous avons compris que dans leur rapport, sur 100% de leurs rapports, il y a des fausses accusations à l'égard de la commission. Combien de pourcents vous donnez? Si on peut donner le pourcentage qu'ils ont parlé de la vérité, c'est 20 sur 100%. Donc, 80%, il y a des faussetés. Des faussetés. Oui. Prenons le cas de la délocalisation de Mukumbi. Parce que Mukumbi a fait trop de bruit. Oui, je suis natif, je suis autochtone de Kolwezi. Je suis né de ce côté de Mutoshila. J'ai grandi là-bas et nos parents sont encore en vie jusqu'à maintenant. Le village Mukumbi n'existait pas. Même en 2003, 2004, il n'y avait pas un village qu'on appelait Mukumbi. Et le village que nous reconnaissions, qui existait de ce côté chez MAF, il y avait Kabamba, il y avait Mpwene, il y avait Tchowelo, il y avait d'autres villages là qui entouraient l'entreprise chez MAF. Et comment Mukumbi peut s'imposer? Mukumbi était le soi-disant chef coutumier Mukumbi. De reste mémoire, il fut un agent de la sécurité interne d'une entreprise avant que Chemaf ne prenne, avant que Chemaf n'ait le gisement. Il y avait l'entreprise qu'on appelait Ville Mining. Il était agent de la sécurité interne. Lui, Mukumbi là, le chef Mukumbi. Il est en vie? Il est déjà décédé. Avant, il était agent de la sécurité intérieure. Il a beaucoup expérimenté, il a beaucoup mis longtemps dans la concession de Chemaf. Il a dit que non, comme il y a eu déjà la procédure de la délocalisation, il a appelé ses connaissances, les gens venant d'ailleurs. Ils ont créé un village de plus ou moins 120 personnes. Là, je parle à partir de 2005 jusqu'en 2010. Nous, on était partis voir le chef Kazembe, le chef de groupement Kazembe. Nous avons demandé est-ce que le village Mukumbi existe. Il a dit nos parents ne nous ont jamais dit parler du village Mukumbi. Là, c'est le chef Kazembe. Le chef Kazembe qui est le chef du groupement de Kazembe. On a parlé, on a vu la population qui était là.
Nous nous sommes rendus compte, après l'identification, la population qui était là venait de tous les coins du pays. Ce n'étaient pas les autochtones de la province du Walaba. Non, c'est faux et archi faux. Et comment vous avez su qu'il y a certains qui venaient d'ailleurs? Après l'identification, quand on a voulu délocaliser les gens, on a commencé la procédure. On a identifié les gens. Et les gens, en donnant leurs identités, ils vous disent que non, nous avons occupé cette terre il y a 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas autochtones, ils sont venus occuper. Ce sont les gens qu'on appelle souvent les opportunistes dans la procédure de la délocalisation. Je vais vous choquer, chers professionnels des médias. Depuis que le chef Mukumbi est mort, vous connaissez vous tous que le pouvoir coutumier est héréditaire. Personne n'a pris le relève. Les villages s'effacent et aucune autre autorité coutumière n'a pas pris le relève du chef Mukumbi. On se demande. Les chefs qui se présentaient là-bas, ils venaient d'où? Le chef Mukumbi, c'est lui qui était un ancien agent de ville mining qui avait créé ce village. Vu qu'il était logé dans le camp, il a profité de l'occasion. Il a créé ces villages-là avec les gens qui venaient de partout ailleurs. Dans tous les coins du pays, ils ont créé un village qui a existé pour quelques années et quelques jours après, le village est disparu. Pour le compte de Mukumbi, personne ne peut vous mentir parce que je suis le fils de ces coins-là, je maîtrise ces côtés-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez identifié et délocalisé. Et pourquoi aujourd'hui il y a encore persistance? Pourquoi il y a les doléances, il y a la population qui se plaint du fait que elle vit dans des conditions très compliquées, surtout avec la clôture que Chemaf a construite. Et il y a eu même des missions que le ministre a effectuées là-bas jusqu'à présent. La commission ne s'en occupe. Non, parfois, vous êtes mal informés, chers professionnels des médias. C'est depuis 2013 que cette population du village Mukumbi avait quitté dans l'enceinte de l'entreprise Chemaf. Ils étaient dans la clôture de l'entreprise Chemaf. Depuis 2013, ils ont été délocalisés. Ils ont réclamé que non, nous avons été mal délocalisés. Leur réclamation n'était pas fondée du fait que dans le village, on ne reconnaissait pas ni les chefs coutumiers. Vous voyez, quand il y a un chef coutumier, il y a parfois un moyen d'intronisation, le chef a été consacré à autre. Il n'a jamais eu toute cette manifestation. Qu'est-ce que vous en avez fait? Avec excusez-moi les termes, c'est villageois. Mes parents à moi, avaient leur champ là-bas. De ce côté schéma, si vous dépassez Mukumbi vers le village Lukwesa Kazembe et Kabamba, et puis vous allez vers Chowelo Mpweni. Nous, on avait les champs là-bas. Nos parents, nous, la toute première délocalisation de 2013, ils ont eu leur argent. Ils sont allés ailleurs acheter les champs. Et même maintenant, ils ont ces champs-là du côté Kazembe, ici dans le groupement de Kazembe. C'est ce qui justifie que la commission ne veut plus encore délocaliser parce qu'en 2013, on avait déjà délocalisé. Quand vous délocalisez un village, maintenant, quand je vous dis que je vous surprends, les villages là n'existent pas. On pourra délocaliser les herbes, bien des plantes, bien quoi, parce qu'il n'y a pas les gens. Depuis la délocalisation, il n'y a pas de gens. À Mukumbi, il n'y a pas les gens. Il n'y a pas, vous n'allez trouver, vous n'alliez même pas trouver même pas une personne, je vous garantis. Même les arbres. C'est la concession des Chemaf. C'est le même problème avec le village Lukwesa, Kazembe Lukwesa. Et aí, dernièrement, on a arrêté beaucoup de gens. Ils sont entrés pour faire l'écrasage artisanal. Et en entrant, la maman dit qu'elle est chef des terres. La maman chef là. Et quand on s'est mis ensemble, on est parti au ministère de l'Intérieur, on a vérifié, et elle n'est pas réglementée quand même. Mais pourquoi la présence militaire? Partout ailleurs, ou bien où précisément? Préciser. Dans certains de ces villages, je parle de Lukwesa, je parle... moi, ça, je n'ai jamais vu la présence des militaires. Les militaires sont allés ravager, saccager la maison de Maman Chef avec l'objectif de mettre la main sur... Maman Chef, nous avons travaillé sur ces dossiers. Les jours qu'on s'est mis autour d'une table avec les chefs Kazembe, M. Kaima, moi, M. Petit et d'autres personnes. On s'était mis autour d'une table pour trouver la solution. Les contrats qu'ils avaient, les accords signés, la maman ne voulait pas qu'elle ait de pourcentage au même pied d'égalité avec, parce qu'il y a l'exploitation semi-industrielle. Il n'y a pas l'écrasage artisanal. Il y a déjà la coopérative
dirigé par les DG Petit, a mis tous ses moyens. Les engins, du carburant, tout, ils paient les travailleurs. Ils ont fait les semi-industriels. La maman s'impose. Elle s'impose, elle appelle ses enfants, les gens venant de partout ailleurs, entrer et commencer à exploiter. Ce n'était pas une question liée à la commission. Non, c'était pas. Non. Jusqu'alors. Métalcol. Prenons le cas de Métalcol. Métalcol n'a jamais eu un gisement d'exploitation. Il exploite les rejets de la Gécamine jusqu'à preuve de contraire. Les mamans là qui étaient en train de faire les champs, ils faisaient les champs comment? Ce sont les gens qu'on appelle les opportunistes. Quand il y a une entreprise qui s'installe à côté, ils commencent à faire leurs activités champêtres à côté pour se créer un village et réclamer la délocalisation. Un village qui n'aura pas de chef. Par exemple, le cas de Mukumbila, le chef est mort, il n'y a plus personne qui peut réclamer. Les allégations sur Mukumbi et sur Métalcol sont de même dans les rapports de IBGDH et Amnesty ne sont pas fondées. Ils ne sont pas fondés. Si vous voyez l'affaire de Métalcol, le coordonnateur de l'IBGDH fait partie dans la commission qui aurait délocalisé les mamans qui faisaient les activités champêtres à côté de Métalcol. Il était dans la commission. C'est la première de l'excellence Kawaya, si je ne me trompe pas, avec l'excellence Kawaya. Il a travaillé dans une des commissions de localisation. Il a déjà travaillé dans plus ou moins 4 ou 5 commissions de délocalisation et aussi des cas Soulou. Qui ne sont pas un modèle pour nous. Ils ont laissé les bailleurs qui sont devenus des locataires jusqu'à présent. Qui n'oublient pas cette affaire à Kassoul. Il y a plus de 70 000 $ ou bien 700 000 $, quelque chose comme ça, qu'ils avaient détourné. Qui oublie ça? Ils étaient dans la commission. Qui a décrié ces détournements-là? Comment qualifiez-vous son rapport? Alors, aussi démarche de vouloir... Nous sommes tous Congolais. Nous devons vraiment être sérieux dans ce que nous faisons. Quand vous n'êtes plus aux affaires, ne créez pas quelque chose pour saper ceux qui sont restés travailler. Les institutions restent, mais nous, les animateurs, nous passons. Voulez-vous dire que c'est la haine parce qu'il n'est plus aux affaires? Il n'est plus aux affaires. Voyez le gouvernement en place, lors de l'installation du gouvernement, je retourne un peu pour éclairer la lanterne. Madame la gouverneure avait appelé toutes les organisations de la société civile. Nous sommes une plateforme, nous ne sommes pas une structure. Nous sommes une plateforme qui encadre les associations et autres structures de jeunes. Dans notre plateforme, vous trouverez, il y a les confessions religieuses, il y a les associations de jeunes, il y a beaucoup de structures qui sont membres à nos plateformes. Même qu'avec le cadre de concertation. Le cadre de concertation n'a pas d'acteurs. Les acteurs sont dans la plateforme, dans nos plateformes à nous, qui est la nouvelle dynamique de la société civile révolutionnaire, nouvelle société civile du Congo et la force vive. Vous voyez, c'est la différence de toutes ces plateformes-là de la société civile qui créent le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est un lieu d'échange. Un lieu d'échange, il n'y a pas d'acteurs. C'est ce que les gens créent beaucoup d'incompréhension ou bien définissent mal la plateforme de la société civile. Pour le côté de Mukumbi, côté de Métalcol, côté Kassoulou, mettez-nous avec les coordonnateurs de l'IBGDH, on a les rapports, on a même les papas qui nous ont appelés quand on était à Kinshasa, ils ont réclamé. Il y a les gens qui sont morts, ils ont laissé cet argent. Jusqu'à maintenant, cette dame n'est plus à Kassoulou, est déjà partie. Qu'est-ce que l'IBGDH peut nous donner, nous, comme leçon? Parce que quand lui était aux affaires, il a commis beaucoup de vies. Nous, étant la société civile, nous ne pouvons jamais accepter qu'on puisse expulser les gens dans notre présence. Même si nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, on ne peut pas céder à cette intimidation. Merci, monsieur William. Merci. Nous revenons tout de suite à vous. Monsieur Balthazar Ngoyi, la nouvelle dynamique de la société civile congolaise. Vous avez lu les rapports, les allégations produites dans les rapports par l'IBGDH Amnesty autour de la délocalisation des Kamoa, que vous-même d'ailleurs, vous avez été associé. Comment vous qualifiez le rapport produit sur vous? Bon, pour nous, c'est un rapport squelette. Il n'est pas un rapport proprement dit, sauf que nous avons rencontré dans ce rapport les avis personnels, les intentions personnelles de l'IBGDH, malheureusement, qui ont négativement influencé la grande
institutions internationales, je parle de l'Amnesty International, et les collègues de l'IBGDH, parce que nous sommes tous de la société civile, il a été recadré plusieurs fois en province, parce qu'il raconte et n'a pas de rapport avec la réalité sur le terrain. Et comme un auteur a dit, la bêtise insiste toujours. Voilà, nous avons été Qu'est-ce que vous qualifiez de bêtises? obligés. Nous avons été obligés d'aller éclairer le gouvernement de Kinshasa. Et voilà, quand on a parlé par exemple de Kamoa, avec beaucoup de légèreté, il y a 2 ans que ces délocalisations posent problème, et pourtant, lorsqu'on a lancé ces délocalisations, j'étais la première structure qui avait lancé un message à toutes les structures de la société civile, des ONG de défense des droits humains, de venir accompagner les 13 villages qui étaient concernés par la délocalisation de Kamoa. Et voilà, malheureusement, notre collègue de l'IBGDH n'a pas répondu favorable à cette démarche. Et voilà, nous et les autres organisations de la société civile, nous avons accompagné ces délocalisations pendant plus de 6 mois. Et pendant ce temps-là, Kamoa ne nous donnait que, je vais dire, la ration journalière en nature, c'est-à-dire nous donner seulement à manger, les carburants et consorts, parce qu'ici, Kamoa, c'est plus de 75 km, mais parce qu'on avait le souci d'accompagner cette population et qu'on travaillait surtout sur la vision de celui qui a humanisé la délocalisation. Je parle du président de la commission provinciale de la délocalisation. Nous avons accompagné cette population, mais à la fin des comptes, nous nous sommes rencontrés en face d'un dilemme, parce que Kamoa, à lui seul, il a fait ses estimations, et la population concernée était autour de 6 000 habitants. Mais après, vous voyez, quand il y a une information selon laquelle, comme c'est devenu comme un fonds de commerce là-bas, les gens se sont invités de Kinshasa, de Goma, qui pushaient partout d'ailleurs dans la République pour venir investir. C'est ainsi qu'à la fin de cette identification, nous sommes retrouvés avec 18 000 personnes. Et là, le budget de Kamoa qui était prévu autour de 6 000 était obligé de tripler, et on parle en termes de millions de dollars. Et Kamoa s'était retrouvé en position d'impossibilité de payer les 18 000 par rapport au budget prévu à l'initial. Mais jusque-là, nous sommes toujours en contact permanent. Le président il convoque toujours des réunions avec l'entreprise Kamoa pour qu'on trouve des solutions. Et voilà, les solutions ont été trouvées par rapport d'abord aux vrais autochtones, les habitants de ces 13 villages qui ont reçu l'accompagnement, que ce soit du gouvernement provincial que de Kamoa en termes de denrées alimentaires. Mais on a été scandalisé, bon, pas surpris, parce que c'est dans ses habitudes. Il a échappé toutes les institutions du Lualaba pour aller influencer les institutions de Kinshasa en parlant de déguerpissement forcé, chose que nous n'avons jamais vécue ici. Et voilà, on était obligé d'aller, pas pour l'affronter parce qu'il n'a pas d'argument, parce que son rapport, on ne parle pas d'abord de l'amnistie, on parle de l'IBGDH qui a influencé l'amnistie. Et son rapport n'a pas été fondé parce qu'il n'a pas Attention, c'est un rapport de 100 pages. Bon, moi j'ai écrit mon mémoire quand j'étais en deuxième licence, un mémoire de 200 pages qui était toujours discutable pendant que j'étais étudiant dépourvu des moyens. Mais ça ne peut pas m'étonner que quelqu'un qui a des bailleurs de fonds par-ci par-là, qui donne un rapport de 100 pages, il pouvait même aller au-delà parce qu'il exprimait ses émotions, ses sentiments, parce qu'il a toujours eu des sentiments négatifs par rapport aux institutions légalement et légitimement établies en province de Lualaba. Vous ne voyez pas qu'il a mis vraiment un temps d'investiguer et d'avoir les éléments probants qui l'ont permis aujourd'hui d'associer l'amnistie pour faire entendre les doléances de la population victime de votre délocalisation? Je ne pense pas, parce que s'il avait mis du temps tel que vous venez de le dire,
il allait au moins consulter aussi la commission provinciale de délocalisation, malgré que lui... Mais si vos portes étaient fermées? Il n'y a pas de portes fermées. Nous, toutes les structures de la CPD sont permanentes et sont disponibles. Moi-même, je suis disponible. J'avais tenté de discuter avec lui au téléphone. Malheureusement, il n'a pas voulu discuter avec moi parce qu'au moins il allait récolter la vraie version de délocalisation de Kamoa, que lui, il sait d'ailleurs, parce que nous avons travaillé à Kamoa et vous savez, ce sont des investisseurs. Alors, et comment, excusez, et comment la délocalisation est accompagnée par une force militaire ou policière? C'est vraiment scandaleux et c'est étonnant parce que depuis que je suis dans cette commission, je n'ai jamais vu une force militaire, une force policière accompagner la délocalisation. On n'en a même pas besoin. Parce que c'est l'entreprise qui vient et dit, voilà, moi je vais délocaliser cette entité pour des raisons minières. Et puis il y a une procédure à suivre. Il y a d'abord la sensibilisation. Nous avons sensibilisé la population de Kamoa. Il y avait beaucoup de sociétés civiles. Et après la sensibilisation, on a passé à l'identification. Et je ne vois pas comment, pendant cette phase d'identification, on peut intervenir la police, on peut intervenir les FARDC. Voilà, Après délocalisation, il y a toujours des soulèvements, des contestations. Il y avait des soulèvements avant parce que notre collègue, il fit dans cette ancienne composante de la commission provinciale de délocalisation où, au lieu de délocaliser les vrais impactés, mais l'argent s'est partagé autour des membres de la commission. Et lui, il pense qu'aujourd'hui, c'est de la même façon. Ce n'est pas le cas. Vous ne vous partagez pas de l'argent entre vos membres. Ici, on a humanisé la commission provinciale de délocalisation. Et ici, il n'y a que les vrais impactés, les impactés qui reçoivent de l'argent. Nous tous, on accompagne seulement les impactés dans la commission provinciale de délocalisation. Monsieur William Kapend venait de nous parler de la délocalisation que Donna Kambol, excusez, parce que c'est lui le coordinateur de IBGDH, oui. a laissé du côté Kasulo. C'est un événement malheureux parce que quand il était dans cette commission provinciale de délocalisation, ils ont endeuillé les familles. Endeuillé les familles. Et voilà aujourd'hui, le gouvernement actuel a recadré les choses et que les vrais impacts, aujourd'hui vous attendez moins de bruit parce que nous, quand nous sommes dans une délocalisation, nous accompagnons les communautés ou la communauté jusqu'à ce que le dernier des délocalisés soit remis dans ses droits ou reçoive son argent. Mais la délocalisation, c'est prévoir. La délocalisation, quand vous délocalisez, vous voulez faire quitter les gens là où ils étaient, là où ils vivaient. Il faut prévoir une réinstallation. Et chez vous, vous vous limitez à indemniser sans prévoir là où les gens peuvent aller habiter. Ça, c'est de un. De deux, il a été accompagné, l'IBGDH, par une question soulevée par le député provincial Edi Kapend concernant le dossier des KTB 1 de Lualaba Mupandia, où vous avez, selon cette question, chassé toute la population, les villageois dans leur village pour un projet qui ne profitera pas à ces villageois-là. Bon, là, il a encore exprimé ses propres émotions, ses propres sentiments. Et pour répondre à votre question, pendant que lui était dans cette commission provinciale de délocalisation, pendant qu'il délocalisait du côté Kassoul, il y avait beaucoup d'espaces inoccupés. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui combien de communautés qu'ils ont installées? Lui-même, je le prends en défi. On était dans une réunion du côté Tchaboula. Là, on parle de la délocalisation des comices, où lui avait pris la parole devant la population impactée et il a suggéré qu'au lieu d'indemniser qu'il faut réinstaller, il connaît les sorts que la population lui a réservés. C'est-à-dire, nous avons un très grand problème dans la délocalisation, ce sont les opportunistes. Et quand je vous amène aujourd'hui du côté Tchaboula, vous allez trouver que plus de 80% des Tchaboula
sont des opportunistes. C'est-à-dire les opportunistes, ce sont les investisseurs. Ils attendent qu'à tel endroit il y a des localisations, ils vont investir, ils construisent des maisons en étage, tout ça, et voilà, et après ils commencent à imposer leurs montants. Ce sont ces gens qui font des bruits et ce sont ces gens qui ont été consultés par l'IBGDH, influencés par la mission internationale. Mais en réalité, c'est quoi? Les gens de Tchaboula, parce qu'on parle de la délocalisation des comices, nous avons d'abord adopté une stratégie en commun accord avec l'entreprise qu'il fallait d'abord avantager les communautés, les peuples autochtones. Et tous les autochtones de Tchaboula ont déjà reçu leur argent, ils sont partis et ceux qui font des bruits, ce sont les opportunistes. Et voilà, c'est ce que nous sommes allés éclairer les institutions de Kinshasa. Que voilà, et c'est quoi la réponse des institutions? Bon, l'essentiel est que nous avons été écoutés parce que cet aspect qui est très important et qui est, je peux dire, une épine dans les pieds de la délocalisation, qui devrait être mentionné dans le rapport de l'IBGDH, mais malheureusement, ils ont fait sciemment de ne pas le mentionner. Et voilà, et nous avons éclairé les institutions de Kinshasa et nous attendons. Voilà on parle d'un président incompétent. Bon, malheureusement, parce que depuis, moi je peux vous dire, depuis que j'ai été dans la société civile, depuis que j'ai intervenu dans les délocalisations des communautés du Lualaba, c'est maintenant que j'ai trouvé voilà, une pièce rare, quelqu'un qui a humanisé la délocalisation en province et qui a mis fin à tous les bruits. Il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. C'est un humain et lui, ce que j'apprécie chez lui, et quand vous le reprochez, il vous appelle pour que vous travaillez ensemble à la fin, parce que après tout, c'est lui qui doit gagner. Ce sont les communautés. Voilà, Monsieur William, nous sommes à la fin. À ce jour, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message clé à toute la population qui a suivi de plus près ces rapports, mais également à certaines des autorités qui sont en train de suivre à la loupe la mission de la commission chargée de localisation? Merci. Je reviens encore une fois, si vous pouvez m'accorder même 2 minutes, comme on est déjà à la fin. Vous avez parlé sur un problème de la réinstallation. Prenons le cas du camp Jekamine Kolwezi. Vous pouvez faire quitter une personne en ville, vous l'amenez, par exemple, les logements sociaux du côté Lualaba. La personne là n'aura pas une vie paisible. Ne suivez pas, nous ne sommes pas un cabinet des avocats ou bien des maîtres avocats, voudrais-je dire. Nous sommes la société civile. La société civile, c'est quoi? C'est écouter les 2 parties prenantes et trouver la solution. Quand vous écoutez seulement une partie, de l'autre côté, vous n'écoutiez pas, c'est-à-dire vous allez vous mettre dans la confusion. Pour moi, je lance un message fort dans la population. Chère population, il n'est plus temps de céder aux intimidations ou bien aux allégations des hommes et surtout ceux qui sont en perte de vitesse. L'Amnistie internationale, qui est composé par les Kenyans et autres, n'est pas un modèle pour nous, les Congolais. L'IBGDH n'est pas un modèle pour nous parce qu'il était dans la même commission. Il a commis aussi beaucoup de bévies. Et s'il y a une erreur, l'œuvre humaine ne manque pas d'erreur. S'il y a un problème, les institutions légalement établies leurs portes sont ouvertes. Moi, je vous dis, je n'ai jamais toqué à l'une des institutions publiques et on n'ouvre pas la porte. Parce que nous, quand on dit la société civile, ONG, c'est pas dire que vous faites déjà de l'opposition. Non! Nos statuts ne nous donnent pas cette audace d'être dans l'opposition, bien de faire quoi que ce soit. Population, restez et soutenez, restez toujours dans la même vision de marcher dans la légalité, de soutenir nos institutions pour le bon développement de notre province. Il s'agit ici d'un combat entre vous parce que les rapports viennent de la société civile, monsieur Balthazar. Bon, c'est pas un combat, mais nous sommes partis éclairer, comme je l'ai dit, les institutions nationales parce que nous avons constaté, nous, les sociétés civiles qui accompagnent les communautés, qui accompagnent l'État, avons constaté qu'il y a un rapport mensonger avec
beaucoup de contre-vérités. Et là, nous sommes partis. Vous mettez en doute les 100 pages. Les 100 pages, ça ne veut rien dire parce que ça n'a pas rencontré vraiment les réalités sur le terrain. Et là, nous lançons un appel à la population de faire confiance aux institutions et légitimement et légalement établies par la même population. Et voilà, nous restons toujours là en train de travailler pour la population, en train d'aider la population. Ce n'est pas parce que vous avez construit des maisons dans une entité à délocaliser et puis ça a tardé que ça vous donne le droit de faire des rapports. Non, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais nous avons suivi trop de communication, trop d'agitation, mais comme nous, on ne pouvait pas nous rabaisser au niveau du charlatan, alors nous avons fait l'essentiel et voilà, on donne le compte rendu de ce qu'on a fait et de ce que nous faisons sur le terrain en tant que société civile, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un venir raconter des histoires et puis le laisser comme ça. Voilà, nous sommes sentis dans l'obligation d'éclairer l'opinion, d'éclairer les institutions tant provinciales que nationales. Chers téléspectateurs, le plateau est pour tout le monde. Nous venons d'être éclairés, vous et nous, à ce qui concerne le déplacement des membres de la commission de délocalisation d'écologie pour Kinshasa. Vous avez lu vous-même la population, ce rapport de 100 pages publié par IBGDH en complicité avec l'Amnesty International. À vous de juger. Là, on recevait Monsieur Balthazar, qui est coordonnateur de la nouvelle dynamique de la société civile congolaise, et Monsieur William Ngoy, qui est coordonnateur des révolutionnaires du Lualaba. Merci à vous deux, Monsieur les coordonnateurs, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé l'opinion. Merci.